Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et de retrouver en plateau Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Merci d'être de retour avec nous. Vous étiez attendu par les téléspectateurs. C'était dans les commentaires des derniers immédiats. Pour ce programme de immédiat cette semaine, eh bien, nous sommes un peu bouleversés dans notre grille parce que Charlie Kirk, un influenceur conservateur proche de Donald Trump, a été abattu assassiné. Il s'agit d'un assassinat politique, en effet, en plein meeting. Nous enchaînerons donc après cette information par l'habituelle image de la semaine qui sera consacrée à la vidéo de Thomas Legrand et Patrick Cohen qui étaient avec des députés du Parti socialiste. Et puis, bien sûr, nous reviendrons en dossier sur encore une affaire aux États-Unis qui aura fait grand bruit. Mais en prenant le temps, vous allez le voir, il s'agit du meurtre d'une réfugiée ukrainienne. Si ce programme vous parle d'ores et déjà, eh bien n'hésitez pas à l'agrémenter du petit pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous et cela aide réellement l'algorithme de YouTube. Et puis si vous êtes prêts, eh bien on y va, c'est parti pour immédiat. Charlie Kirk, donc un influenceur conservateur, je vous le disais, je vous propose de regarder son portrait avec sa femme et ses deux enfants, bien sûr, qui doivent être énormément à la peine aujourd'hui. Jean-Yves, peut-être vous pourriez commencer par nous présenter cet homme et ce qu'il faisait auprès de Donald Trump, qui a été donc cet homme qui a été assassiné en plein meeting. Il a été la victime d'une balle qu'il a reçue lors d'un grand meeting à l'extérieur. Dans une université. Dans une université de la vallée de l'Utah. Alors, Charlie Kirk a créé Turning Point, c'est-à-dire renversement, en fait, renversement idéologique. Quand il avait 18 ans, là, il vient d'être assassiné à 31 ans, et c'était un influenceur conservateur, attaché aux valeurs traditionnelles, la famille, aux valeurs de liberté, y compris les armes aux États-Unis, à la sécurité. Il défendait des valeurs conservatrices avec un grand succès, notamment auprès des jeunes et dans les universités. Il a été tué alors qu'il parlait dans une université, ce qui, objectivement, en France, serait impossible aujourd'hui pour un influenceur conservateur, mais qui sera peut-être possible demain ou après-demain. Et il a joué un rôle très important dans les campagnes de Trump, 2016, 2020, 2024. Et d'ailleurs, Donald Trump, le président des États-Unis, a saluer sa mémoire immédiatement après sa mort et demander que les drapeaux soient mis en berne. De même qu'une minute de silence a été demandée à la Chambre des représentants, minute de silence qui n'a d'ailleurs pas été respectée par certains élus démocrates de gauche ou d'extrême gauche. Oui, Charlie Kirk exerçait en effet une influence considérable. Il faut vraiment se rendre compte que sa mort provoque un véritable séisme politique dans le pays. Robert Kennedy Jr. salue sa mémoire et parle d'une fois de plus d'une balle qui aura réduit au silence l'un des plus éloquents diseurs de vérité de son époque. Le gouverneur de l'Utah, dans lequel ce meurtre atroce a eu lieu, rappelle tout de même que c'est bien un assassinat politique. Lors de la conférence de presse, il dit ces mots et il rappelle que la peine de mort est toujours en vigueur dans l'État de l'Utah. C'est pour vous dire un peu l'importance de cette mort et des suites qui vont avoir lieu aux États-Unis suite à ce drame brutal. Le Figaro a commencé à parler de ce soutien de Donald Trump en disant qu'il avait été touché par balle au niveau du cou.
C'est une nouvelle dénomination un peu curieuse, sans doute en partenariat avec l'AFP, parce que moi j'appelle ça un assassinat par balle, touché par balle au niveau du cou. Ça rappelle d'ailleurs le poignard au niveau du cou, au lieu de dire égorgement. Voilà. Alors ce qui est vrai est factuel, puisque dans les vidéos que nous ne pouvons pas vous montrer, mais que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, on voit très bien effectivement qu'il est touché exactement là, et que le sang s'écoule parce qu'il immédiatement et qu'il il meurt très, très rapidement. Mais le terme est mal choisi. Il a été assassiné par balle, peut-être peut-on préciser au niveau du cou, mais que ce soit au niveau du cou ou de la tête, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est l'AFP, et l'AFP, évidemment, est reprise un peu sottement par tous les médias. Voilà. Certains termes employés, mais également leur ordre. Vous allez voir BFM TV, bien sûr, pour parler de ce meurtre à ce titre, anti-IVG, pro-armes, influenceur, qui est Charlie Kirk, l'allié de Donald Trump, tué par balle. Là encore, voilà, l'information majeure, c'est tout de même qu'il y a eu un meurtre, mais on rappelle tout son passif affolant et effrayant pour la bien-pensance. Alors, tué par balle n'est pas l'expression exacte, parce qu'on peut être tué par balle de plusieurs manières, par accident, par suicide ou par assassinat. Et en l'occurrence, là, c'est un assassinat, c'est-à-dire un meurtre prémédité. Absolument. Alors, le Parisien aura réussi, je pense, à faire l'un des meilleurs titres qui soit en notre possession à cette heure où nous enregistrons immédiat. L'influenceur conservateur Charlie Kirk abattu. Et alors là, je me permets de vous citer le tweet de Martial Bild. Méconnaissance ou malveillance, journaliste Le Parisien, je vous explique, on abat un criminel ou un terroriste, mais quand il s'agit d'un honnête homme pacifique, on écrit assassinat. Effectivement, il fallait peut-être le rappeler, ligne éditoriale à la dérive, nous dit Martial. Oui, le Parisien, ça commence à poser problème, oui. Oui. Et je vous propose d'écouter... Et il est question d'ailleurs que Bolloré le rachète. Alors, il y aurait du ménage à faire. À grand bruit, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et il y a toute une série d'articles qui s'élèvent contre ce rachat de Bolloré du Parisien. Je vous propose maintenant d'écouter une chaîne qui n'appartient pas du tout à Bolloré. Et pour cause, il s'agit de LCI. Et vous verrez qu'ils ont une façon assez particulière de parler du meurtre de Kirk. Quand Trump, avec MAGA, insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine et diverse de la haine à la longueur de la journée, il reçoit ce qu'il voilà, ça c'est intéressant. C'est très intéressant ce que vient de dire Sergueï. C'est exactement vous allez voir, c'est exactement les éléments de langage qu'il va y avoir dans la presse de gauche. Monsieur, non, je termine ma phrase, pardon. Qu'est-ce que vous venez de dire, Sergueï? Vous venez de dire que c'est de la faute des Républicains, c'est des Républicains ils l'ont provoqué. Oui, ils mais l'ont c'est provoqué. Ça. Ils l'ont provoqué, bien sûr. Et ça, mais c'est extraordinaire. Comment pouvez-vous faire preuve d'une telle mauvaise foi? Votre détestation de Trump vous aveugle. Jean-Yves, un commentaire? Docteur Bach, alors, c'est un oligarque qui dirige LCI, c'est Bouygues. Bouygues qui vit de construction de logements, qui vit de l'immigration utilisée par les sociétés de bâtiments, etc. Bon, c'est peut-être une précision qu'on peut apporter et qui développe donc une ligne progressiste sur ces chaînes de télévision. Là, on est dans la justification de l'assassinat politique. Et pourquoi la justification de l'assassinat politique? Parce qu'au fond, il y a une poussée conservatrice aux États-Unis, une poussée qui retire le bénéfice moral idéologique à la gauche, une poussée qui retire à la gauche aussi une partie de ses moyens matériels, et ça développe la haine de la gauche, et donc on explique, c'est normal. C'est normal, au fond, ce que nous dit ce journaliste ou ce chroniqueur, c'est normal, ils veulent les affaiblir, alors ils se défendent et ils assassinent. Je pense que l'Arcom pourrait quand même se saisir aussi de cette affaire, parce que c'est l'apologie d'un assassinat que fait ce personnage. Et heureusement qu'il y avait la controverse Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro, sur le plateau pour exercer son droit de parole et le contraire et contredire ce monsieur. Vous remarquez, alors Roquette fait très bien le travail d'ailleurs, mais vous remarquez qu'on le coupe. On essaye de l'empêcher de parler, suivant une technique classique. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Voilà. Nous serons attentifs à la suite de cette sombre affaire. Mais d'ici là, retour en France et place à l'image de la semaine sur Immédiat.
L'image de la semaine, c'est une vidéo qui a été diffusée par l'Incorrect, une série de vidéos plus exactement, et je vous propose d'en regarder quelques extraits maintenant. Paris, c'est risqué, d'ailleurs, nous, on fait ce qu'il faut, on va dire, dans mon truc, je pense que si dans cette situation, moi je pense que le marais, c'est un peu un décourage élégant. Il faut travailler là où on a pas tout le temps ils écoutent français, et ils écoutent en masse. Jean-Yves, vous avez évidemment un commentaire à faire sur ces vidéos qui sont fabuleuses et très révélatrices. Alors, c'est très révélatrice de la connivence entre ces deux journalistes payés par le service public, c'est-à-dire payés par tous les contribuables, la connivence avec une formation politique qui est le Parti socialiste. Alors, il y a 3 thèmes un peu qui se dégagent. Ils disent Dati, on va s'en occuper. Bon, Dati, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'affaires, de bijoux, de scandales financiers avec Renault, etc. C'est pas absolument choquant d'en parler, mais c'est même plutôt normal d'en parler. Ce qui est infiniment plus grave que cette affaire Dati, c'est on va promouvoir Glucksmann. C'est-à-dire, on a un candidat à la présidence de la République, nous, journalistes de France Inter, en tout cas ces deux-là, et on va promouvoir Glucksmann. Et il y a cet argument, mais vous savez, nous, à France Inter, on influence le Marais. Donc, ils revendiquent la manipulation, la propagande, la manipulation politique. C'est absolument incroyable. Incroyable. Et donc, en fait, l'affaire, on a plutôt parlé dans les autres médias ou sur les réseaux de Dati, alors que ce qui est important, c'est Glucksmann, et c'est... Écoutez, nous, à France Inter, on est capable de faire voter les gens dans le bon sens, quand même. Vous voyez qui nous sommes. C'est ça, la prétention médiatique, qui n'est pas totalement fausse, évidemment, parce que les gens sont influencés par la propagande. Ils prétendent que non, mais ils le sont évidemment, influencés par les convenances, par la propagande, etc. Voilà. En tout cas, les téléspectateurs d'Immédiat étaient éclairés à propos de M. Legrand et de M. Cohen, puisque vous avez bien sûr déjà suivi leurs portraits piquants respectifs. Et si ce n'est pas le cas, session de rattrapage à la fin d'Immédiat. Toujours est-il que la presse a légèrement parlé de cette affaire, pas non plus beaucoup. Il n'y a pas eu une cascade d'articles, mais ils en ont un petit peu parlé en disant que c'était une controverse. Bon, voilà, en termes de 20 minutes. Figaro est allé un peu plus en amont sur cela, en parlant d'une réalité qui dépasse Baron Noir. Vous savez, Baron Noir, c'est la série française qui s'intéresse au rouage de la politique française. Et à la manipulation de l'électorat. Voilà. 20 minutes toujours, mais un autre article qui cite donc la défense de M. Thomas Legrand et la défense de M. Patrick Cohen. Thomas Legrand qui dit assumer de s'occuper journalistiquement des mensonges de Mme Dati. Alors s'occuper journalistiquement quand on est avec des politiques, bon peut-être qu'il faut remettre un peu de contexte, c'est-à-dire qu'il y avait des députés socialistes tout de même dans cette conversation qui a été captée par l'Incorrect. Patrick Cohen, lui, déplore toute cette affaire en disant qu'on n'a pris que des bouts de phrases et que c'est complètement manipulatoire, comme s'il n'en avait pas l'habitude lui-même. Cette vidéo, d'ailleurs, il faut le souligner, elle a été captée en juillet. Elle est diffusée seulement maintenant par l'Incorrect. C'est une polémique qui prend tout son sens quand il parle de Dati, parce que le 19 juin, avant donc ce propos, Dati était sur le plateau de C'est à vous, et il y avait eu une prise de bec assez fabuleuse dont on avait déjà parlé dans Immédiat. Mais qu'est-ce que vous êtes bien informés si vous regardez Immédiat. N'hésitez pas à le signaler à vos voisins, votre famille et vos amis pour qu'ils nous suivent également. On continue sur la presse qui prend la défense de Thomas Legrand et de Patrick Cohen avec cet article du Point, je pense, qui est presque le meilleur de ce que j'ai pu lire en termes de soutien. Les journalistes peuvent-ils encore avoir des conversations de bistrot
bistrot. Et oui, je vous le demande. Hein. Est-ce que c'est possible hein? C'est terrible. On ne peut même plus parler dans les bistrots, Jean-Yves. Bon, quand on parle aussi fort et de façon aussi... en étant aussi à l'aise, il ne faut pas s'étonner que de temps en temps, des vidéos sortent. Le Monde a publié un titre plutôt honnête, une polémique qui fragilise l'audiovisuel public, d'autant plus que l'audiovisuel public est quand même habitué de ces méthodes de caméra cachée qui sont grandement dénoncées donc dans la presse, vous l'aurez compris, avec Élise Lucet, Cache Investigation, c'est l'audiovisuel public, mais également Les Infiltrés qui était une émission sur France 2 dont le concept était justement la caméra cachée. Bon, elle n'a plus lieu depuis 2013, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, les vidéos en caméra cachée. Non, absolument. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire, et après on aura le commentaire de Jean-Michel Apathy, là aussi plutôt honnête, il faudra dire. Voilà, alors le commentaire, il faut bien voir que le contexte, ce sont des journalistes, ce que Thomas Legrand et Cohen ont fait valoir, c'est que c'était une mise au point en quelque sorte avec des élus PS qui se plaignaient d'un mauvais traitement du PS sur le service public. Pourquoi un mauvais traitement? Parce que le traitement est plutôt à l'extrême gauche, il est plutôt mélenchoniste. Et c'est un conflit interne en quelque sorte à la rédaction de France Inter, payée par les contribuables, mais c'est pareil sur France Info, payé par les contribuables. C'est un conflit interne entre l'extrême gauche, les mélenchonistes et les socialistes. Nous, là-dedans, on n'est pas du tout concernés. Et donc, au fond, c'était un recadrage des journalistes de la part du Parti socialiste sur le thème « Soyez un peu plus sympa avec nous ». Et n'en faites quand même pas uniquement que pour la bande à Mélenchon. C'est ça le panorama général. Par finalement refaire le monde entre gens bien. Voilà, refaire le monde entre gens bien, autour d'un candidat bien, le candidat du bien, Glucksmann, évidemment. Qui va être un vrai candidat des médias, on le verra un peu plus tard. Jean-Michel Apathy, je vous disais, qui fait ce commentaire. Patrick Cohen ne dit rien, hélas, qui ne dit mot consent. Le voilà emporté par le flot de parole de son camarade, notamment quand il indique que Patrick et lui feront ce qu'il faut contre Rachida Dati. C'est indéfendable, mais il parle tout de même d'un piège détestable. Voilà, c'est l'exercice de l'équilibriste, mais c'est plutôt pas trop mal réussi. Jean-Yves, je vous propose maintenant de regarder une vidéo de Patrick Cohen, vous savez, celui qui se plaint donc des enregistrements et des phrases tronquées. Eh bien, une vidéo de Patrick Cohen en 2018 qui parle d'un autre enregistrement, mais avec plus d'enthousiasme, vous allez voir. C'est vrai que le résultat également de la vidéo de l'incorrect est très intéressant. Ben oui, c'est l'arroseur arrosé, ce pauvre Patrick Cohen. Ils ont eu un soutien... Vous savez, je l'adore. Il avait eu une muselière d'or au Bobard d'Or, parce que dans un débat, il avait quand même répondu à quelqu'un, il y a des lois, vous n'avez pas le droit de dire ça, il y a des lois contre la liberté de penser. Nous même pas contre la liberté d'expression, contre la liberté de penser. Voilà, c'est un sectaire formidable. Il est sûr de détenir la vérité, quoi. Alors, ils ont reçu un soutien de taille, enfin, en tout cas, Thomas Legrand a reçu un soutien de taille de la part de Libération, qui dénonce le fait que Thomas Legrand, qui est journaliste également à Libération, chroniqueur du moins, est la cible d'une attaque méprisable, orchestrée par un journal d'extrême droite. Il parle d'une fausse polémique honteuse. Libération apporte son soutien total et sans ambiguïté à Thomas Legrand, dont l'intégrité ne saurait être remise en cause. Thomas Legrand a donc toute notre confiance et ses billets d'opinion continueront d'éclairer les lecteurs de Libération, nous dit Dov Alphon.
Libé soutient et France Inter, lui, a suspendu Thomas Legrand. Jean-Yves, vous avez un commentaire sur cette prise de position d'abord, Libération, qui est le propriétaire de Libération? C'est l'oligarque tchèque Kretinsky. On a déjà parlé d'oligarque, là. On a parlé de Bouygues, on est dans les quelques-uns qui tournent. Oui. Et Dov Alphon est l'homme aux manettes, au fond, pour Kretinsky. C'est pas n'importe qui, d'ailleurs, Dov Alphon. C'est un homme qui a commencé sa carrière dans les services spéciaux israéliens, ce qui est quand même un peu bizarre quand vous êtes aujourd'hui à la tête d'un grand journal. D'un grand journal qui a de moins en moins de lecteurs, mais enfin passons, qui est aujourd'hui, qui a été rédacteur en chef du journal israélien Haaretz, et qui est maintenant le rédacteur en chef et le directeur de la stratégie éditoriale de Libération. Et donc, il vient en défense de son journaliste, qui a pris parti, en fait, pour M. Glucksmann, qui sera peut-être le candidat de Libération. Enfin, je ne sais pas, parce que Libération, comme France Inter, va être partagée entre Mélenchon et les socialistes, quoi. Mais enfin, voilà. Exactement. C'est quand même très intéressant. De ce conflit justement entre la gauche et l'extrême gauche, on a ce tweet de Antoine Léaumont. Le problème, ce n'est pas le café, le problème, c'est la collusion PS, médias publics, contre Rachida Dati et pour faire la campagne de Raphaël Glucksmann. Il répond donc au billet de Thomas Legrand. Oui, j'ai pris un café avec 2 socialistes. C'est assez drôle. Oui, est-ce que savoureux. Léaumont, qui est député LFI, reproche, c'est les relations entre le service public et les socialistes, alors qu'il voudrait que le service public soit exclusivement au service de LFI. C'est normal. Une petite guéguerre, en fin de compte. Alors, toujours est-il que des journalistes qui ont été écartés, finalement, de leurs médias suite à des interactions plus ou moins fortes avec des politiques, il y en a. Pour l'instant, Thomas Legrand a été suspendu, il n'a pas été viré. Mais Jean-François Aquili, on le rappelle, il avait fait un déjeuner avec Bardella. Il a été licencié du service public immédiatement. On a également, vous vous souvenez, Philippe Carli, on en avait parlé dans les médias, le patron du groupe EBRA qui a été poussé à la démission suite à un like d'une publication de Sarah Knafos sur LinkedIn, je crois, si je me souviens bien. On en avait parlé dans les médias. Tout ça est fou. Il y a véritablement des cas dingues qui sont bien plus graves que la posture dans laquelle se trouvent Cohen et Legrand maintenant. Carli est à la tête du groupe EBRA, effectivement, donc le groupe de presse, de PQR, de presse quotidienne régionale de l'Est, de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de Rhône-Alpes, donc un très grand groupe de presse. Il a effectivement liké, quand même, ça, on peut signaler des choses intéressantes. Moi, il m'arrive de liker des gens de gauche, des adversaires, parce que ce qu'ils disent est intéressant. Bon, donc c'est quand même assez incroyable. Il y a eu une levée de boucliers dans ces rédactions de gens de gauche et d'extrême gauche, et les patrons, c'est-à-dire la banque du Crédit Mutuel, patron du Crédit Mutuel, ont décidé de le dégager. Il y a un autre cas qui est plus ancien, mais qui est assez intéressant aussi. C'était le cas d'un journaliste de France Inter qui s'appelait Le Quintrec. Le Quintrec faisait une revue de presse. Dans la revue de presse, sur France Inter, il citait Le Monde, il citait Le Figaro, il citait Libération, il citait l'Humanité, il citait tout ça. Et un jour, il a cité le quotidien présent, quotidien catholique, qui est favorable à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Il a été viré. Voilà. Donc, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. La moindre suspicion, même pas de connivence, parce que là, en l'occurrence, parler d'un quotidien dans une revue de presse, c'est plutôt normal. Eh bien, il a été viré. Carli a été viré. Aquili a été viré pour des choses infiniment moins graves que cette conversation de connivence, de promotion électorale d'un candidat socialiste à l'élection présidentielle. Vous imaginez, c'est comme si Média se privait de parler de certains médias au nom de la bien-pensance. Évidemment que la liberté d'expression, d'information, vous la retrouvez sur TVL.
Pour conclure un peu notre propos sur Glucksmann, candidat des médias, je vous propose cet article de Closer. Vous allez encore me reprocher de parler de la presse féminine. Vous l'aviez fait dans une autre édition. Mais c'est très intéressant, surtout dans la mesure où ça estime parler à la moitié de la population. Mais il faut parler de cette presse-là parce qu'elle exerce de l'influence. Elle influence naturellement. Closer influence peut-être davantage que Libération. Libération influence les salles de rédaction. Closer influence directement le public. Tiens, le public, je vais faire un propos machiste, le public des femmes qui vont chez le coiffeur. Oui, par exemple. Mais bien sûr. Mais où tout le monde est amené à prendre ce magazine dans le moment où on est dans l'attente. Et donc, il publie cet article-là. Léa Salamé, la prochaine Brigitte Macron, ça va très vite en besogne pour la star du 20h. Pourquoi est-ce qu'ils sous-entendent ça? C'est parce qu'ils disent que son mari, Raphaël Glucksmann, alors qui n'est pas son mari, qui est son ami, ils ne sont pas encore mariés à la ville, sera sans doute le prochain président de la République en 2027. C'est le candidat, en tout cas. C'est le candidat des médias. Voilà. Le candidat des médias, une possibilité à laquelle la presse anglo-saxonne croit dur comme fer. Salamé, la prochaine Brigitte Macron, bon. Pourtant, je ne me souviens pas qu'elle ait frappé son camarade au visage. Il n'y a pas d'image. Pas d'image, pas de son, pas d'image. Mais bon, évidemment, c'est une construction artificielle. Mais Macron a été construit de manière artificielle comme candidat. Et quand vous avez d'un côté les médias de service public, et là... vous avez, on voit très bien France Inter, France 2, les médias de service public. Et les médias people. Ah oui, quand même, ah oui, ça pourrait être un bon candidat, ah oui, c'est un bon couple de candidats. Voilà, ça se construit. Ça se construit. Le star system et la politique, absolument. Place maintenant à notre dossier du jour. Pour ce dossier, nous revenons sur le meurtre raciste d'Irina Zarudska, qui date du 22 août dernier. Pourquoi est-ce que l'on ne vous en parle que maintenant? C'est parce que l'information aura mis un certain temps à remonter. Irina Zarudska, c'est une réfugiée ukrainienne de 23 ans qui a été poignardée à mort à 3 reprises, gratuitement, dans un tramway à Charlotte, en Caroline du Nord, par un individu, De Carlos Braun, qui avait déjà comparu devant la justice 14 fois. On se croirait en France, oui. Oui, exactement. Et qui a dit « Je l'ai eu, la blanche ». Je l'ai eu, cette blanche. Je l'ai eu, cette blanche. I got that white girl. Il le dit. Donc le motif, la motivation raciste est claire. Je vous propose de regarder cette image d'Irina qui a les doigts dans la bouche de terreur après s'être fait poignarder. Les images, bien sûr, de quand elle se fait poignarder, je ne vous les diffuse pas. C'est violentissime, c'est vraiment effrayant. On se dit qu'on ne s'assoira plus jamais dans un transport en commun. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais du mal après avoir vu ces images. On voit qu'elle est tellement terrorisée qu'il n'y a même pas un cri qui sort de sa bouche. L'assassin, d'ailleurs, s'éloigne après avec des gouttelettes de sang qui dégoulinent littéralement de sa main et de son couteau, dans une indifférence qui est glaçante et totale. Et je vous propose de regarder cette vidéo. I got that white girl qu'on entend dans la vidéo.
Ce n'est pas une invention de notre part, on l'entend réellement. Je vous le disais, donc, ce meurtre date du 22 août dernier. L'article du Figaro dont je vous parle actuellement titre de la façon suivante: le meurtre d'une réfugiée ukrainienne par un SDF déclenche un flot de critiques contre les médias. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont évidemment pas fait leur travail, ils n'ont pas parlé de cette agression, de ce meurtre. Irina Zarutska, d'ailleurs, qui était récemment arrivée aux États-Unis, qui s'y était parfaitement intégrée et qui cherchait refuge, loin de la guerre et qui espérait un nouveau départ, nous dit-on. Un silence ahurissant de la presse nationale, toujours dans le Figaro, nationale américaine, oui. Tout à fait. Le New York Times, le Washington Post, CNN ou la BBC n'avaient pas repris l'affaire. Tous ces médias l'ont finalement fait à partir du 8 septembre en accusant les républicains, bien sûr, de se servir de l'affaire pour dénoncer l'insécurité aux États-Unis. Et oui, bien sûr, parce que la manipulation, c'est toujours du côté des autres. Cette affaire, elle est montée en puissance grâce à des retweets d'Elon Musk énormément, notamment quand il a retweeté End Wokeness avec par exemple cette image donc de Carlos qui va poignarder cette jeune fille qui n'a rien demandé, qui ne s'est d'ailleurs même pas adressée à lui. C'est 100% gratuit comme geste et qui mentionne le fait qu'il n'y a aucune mention du nom de cette pauvre femme dans AP, New York Times, NPR, BBC, CNN, WAPO, MSNBC, tous les grands médias, bien sûr, américains. Elon Musk a d'ailleurs fait ce tweet. X, c'est l'actualité en temps réel et vérifiable. Le reste a perdu sa réputation avec un grand X qui vient barrer les noms de presse que l'on voit sur l'image. Et Elon Musk a dit cela, comme les événements récents l'ont clairement montré, on ne peut plus du tout faire confiance aux médias traditionnels. Ils mentent sans relâche ou ignorent tout simplement les histoires majeures qui ne correspondent pas au récit collectif qu'ils ont décidé. La meilleure des informations, c'est l'occultation. Et la thèse des médias officiels, des médias de grand chemin, c'est nous hiérarchisons l'information. C'est-à-dire quand Floyd a été tué, est mort plus exactement à la suite d'une interpellation policière, ils ont dit c'est raciste. Il n'y a rien qui ne permet de le dire, d'autant plus qu'une partie des policiers qui étaient en train d'interpeller sont également noirs. Bon, mais ils ont dit c'est raciste. Et ça a fait un événement mondial. Là, on a un crime factuellement raciste, puisqu'il dit je l'ai eu cette blanche. Bon. Et là, on décide d'occulter. Mais maintenant, c'est plus possible, à cause des réseaux sociaux, à cause du journalisme citoyen, évidemment à cause d'Elon Musk, parce que quand Elon Musk retweet, c'est tout le monde occidental, le monde européen, peut-être qu'on peut dire même le monde blanc, qui est concerné par les retweets d'Elon Musk. Et Elon Musk est, je pense, sensible à ces questions-là, parce que lui-même vient d'Afrique du Sud, et qu'en Afrique du Sud, les Blancs, aujourd'hui, qui continuent de faire tourner l'économie, sont persécutés, et s'agissant des fermiers blancs, souvent assassinés. D'ailleurs, puisque vous parliez du Monde, moi je reviens sur Le Monde, qui avait réussi à faire un article pour sa version anglaise, mais qui n'avait pas fait d'article dans la version française du papier concernant donc ce meurtre atroce d'Irina, de cette Ukrainienne de 23 ans, qui c'est un échec d'ailleurs, parce que donc on accueille des gens qui viennent se réfugier littéralement dans notre pays, et tout ça pour qu'ils finissent tués par les malfaiteurs qui règnent en maître dans notre pays. Tout ça est quand même assez lunaire. À noter, cela a été dénoncé par plusieurs
médias qui ont repris cette affaire. La mère de Charlotte, en Caroline du Nord, est déçue que la vidéo du meurtre choquant soit publique, et elle avait remercié les médias de ne pas partager les images qui sont brutales, les images que l'on peut d'ailleurs trouver en intégralité sur les réseaux sociaux, et elle prétendait que le blackout était destiné à montrer du respect à la famille d'Irina. Blackout sur le criminel, oui. Exactement, oui. Alors ça, c'est le New York Post qui en parle. Le New York Post, c'est un journal engagé, dissident, voilà, engagé côté des Républicains, oui. Tout à fait. Et alors, on a cet article du New York Times, donc pas le New York Post, on change de média, oui, qui est incroyable, et ça a été relevé par Elon Musk. Il parle donc de ce meurtre, des conséquences, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que le mot « black » va porter un B majuscule, oui, tandis que le mot « white » va avoir un W minuscule. Et donc ça, c'est une hiérarchisation évidente, raciale. C'est un racisme systémique, là en l'occurrence, qui a été décidé d'ailleurs après l'affaire Floyd. C'est un racisme systémique de majoration du noir et de minoration du blanc. C'est du racisme anti-blanc, et on peut renvoyer sur 2 livres, en l'occurrence, Le privilège blanc, qui a été publié par l'Iliade, voilà, et le livre de François Bousquet, bien sûr, sur le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, oui. D'ailleurs, cette phrase du New York Times est fabuleuse. Après que la vidéo ait été publiée, un nombre critique de conservateurs a accusé les médias, en incluant le New York Times, d'ignorer cette histoire parce que le crime était commis par un homme noir contre une femme blanche. Et donc vraiment, on a donc un homme noir, donc black, B majuscule, et une femme blanche, W minuscule. En fait, ils écrivent une phrase sans prendre en considération les accusations à leur encontre, et en intégrant toujours ce même process de hiérarchisation de l'information. Alors même, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des statistiques raciales, et donc le taux de criminalité, le taux de meurtre par 100 000 noirs est à peu près 10 fois plus élevé que pour 100 000 blancs. Et donc, il y a beaucoup plus de blancs tués par des noirs que de noirs tués par des blancs. Voilà. Mais ce qui est mis en avant par les médias, c'est l'inverse de la réalité. On est dans une réalité virtuelle, une contre-réalité. Voilà. Les médias donnent une contre-réalité. Les médias de grand chemin. Place maintenant aux pastilles de l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que François Bayrou, ça y est, a été écarté. Toujours est-il que voilà comment est-ce qu'en parlait Patrice Duhamel sur le plateau de l'Entre-soi. On l'écoute tout de suite. Une parenthèse, il se trouve qu'avec Nathalie, avec ma femme, on est allé dans un salon du livre là, pendant 24 heures samedi, en Provence, dans une ville de 10 000 habitants. C'est à côté de l'endroit où on était ensemble, François, l'année dernière. Les gens, ils sont pas inquiets, ils sont pas furieux, ils sont pas en colère, parce qu'on a vu beaucoup de gens. Ils sont totalement paniqués. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, j'étais stupéfait de ce que j'ai entendu, hein. On ne connaît pas beaucoup de gens qui étaient réellement paniqués par le départ de François Bayrou. Dans le petit milieu de M. Duhamel. M. Duhamel, oui. Effectivement. Dites-nous un peu, parce que c'est un tweet qui est d'une violence de Gabriel Devarenne. On vous l'a déjà fait, chers téléspectateurs, mais il faut quand même le refaire. Sur le plateau de l'Entre-soi, on vous propose donc bien sûr Patrice Duhamel, journaliste et ancien directeur général de France Télévisions, époux de Nathalie Saint-Cricq, journaliste et éditorialiste et
directrice des rédactions nationales de France Télévisions, frère d'Alain Duhamel, éditorialiste politique chez RTL et sur BFM TV, gendre de Jacques Saint-Cricq, ancien président du conseil de surveillance du groupe de la Nouvelle République du Centre-Ouest, beau-frère d'Olivier Saint-Cricq, président du directoire du même groupe, père de Benjamin Duhamel, journaliste politique, matinal de France Inter désormais et avant journaliste agressif de BFM TV, beau-père d'Agathe Lambert, journaliste France Info, oncle d'Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre, épouse de Frédéric Oudéa, dirigeant d'entreprise ex-DG Société Générale, président du CA de Sanofi, et d'Arnaud Duhamel, avocat d'affaires. Quelle belle famille! Alors, vous savez, à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, Patrice Duhamel et Alain Duhamel, les frères Duhamel, étaient giscardiens. Et on racontait que Giscard avait fait un cauchemar, Chirac avait fait un cauchemar, il avait rêvé que les frères Duhamel étaient 3. Et maintenant, les frères Duhamel, c'est un empire, un empire médiatique. Beaucoup quand même dans le service public. Direction France 2 et un reportage consacré parbleu à Mohamed Amra, le criminel, trafiquant de drogue qui a été l'ennemi public numéro 1. Pardi fut un temps qui continue d'intriguer les médias, qui lui prêtent un drôle de langage. Je vous propose, sapristi, d'écouter cela. Il le supplie. Parbleu, c'est urgent. Je t'en prie, mon frère, il faut payer une grosse somme maintenant. Appelle-moi. Fichtre, comme il parle bien. Comme il parle bien. Flûte, alors je ne pensais pas qu'il parlerait comme cela. Donc le parbleu, c'est sans doute la traduction de voilà en réalité. Hein. Le je t'en prie, mon frère, est quand même tout aussi douteux parce que je doute qu'ils expriment sacrebleu aussi bien. Tu Dieu, Jean-Yves, étant donné que voilà, wesh et ziva ont largement envahi la langue française, doit-on considérer que désormais France 2 estime que c'est une ingérence à éliminer? Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. La famille Berlusconi investit dans les médias allemands. Ils viennent de s'emparer avec leur groupe Media for Europe qui est présent en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Espagne et désormais, et donc en Italie, puisque c'est la famille Berlusconi, viennent donc de racheter ProSieben, une majorité des parts de ProSieben du moins, 15 chaînes de télévision, une société de production et une plateforme de streaming. ProSieben, c'est un groupe qui pèse en bourse 1,9 milliard d'euros, c'est l'équivalent du groupe TF1, ce n'est quand même pas complètement rien. L'article du Monde qui fait le récapitulatif de ce rachat pose cette question qui est très intéressante. Quel secteur paraît le plus important pour la souveraineté d'une nation, les médias ou les banques ? Et voilà, on arrive à la fin de ce numéro d'Immédiat. J'espère que cela vous a plu. C'était dense, peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à aborder. Et puis, vous êtes des fidèles téléspectateurs, donc vous allez bien évidemment jusqu'au bout. Si c'est le cas et que vous m'entendez toujours, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et puis, laissez un commentaire, vraiment, ou même deux. Hein, allez-y, c'est très bon pour l'algorithme de YouTube, je vous le répète. Je ne vous laisse pas sans le portrait piquant. Jean-Yves, cette semaine, eh bien, écoutez, on vous propose donc une rediffusion. Vous avez l'embarras du choix, Thomas Legrand, Patrick Cohen, mais également le portrait piquant de Raphaël Glucksmann. Vous saurez tout sur ces personnages français qui œuvrent dans l'ombre. Mais pour votre bien. Pour votre bien. Nous avons l'honneur d'être la quintessence du bobo. C'est ainsi que se définit Thomas Legrand sur France Inter le 19 avril 2012. Thomas Legrand a longtemps sévi sur RTL avant de rallier ensuite France Inter et Libération. Né en 1963 à Paris, Thomas Legrand suit un parcours secondaire à Saint-Thomas-d'Aquin dans le 7e arrondissement. Après une maîtrise d'administration économique et sociale à Paris 1, il se dirige vers le journalisme en 1988
en rentrant à RMC où il suit entre autres le Front National. Mais ses véritables débuts sont avec RTL, dont il rejoint la rédaction en 1993. Il sera au service étranger avant de devenir grand reporter, puis correspondant permanent à New York de 2001 à 2005, où il couvre bien sûr les événements du 11 septembre 2001. À son retour, il est nommé chef du service étranger, puis chef du service politique en 2007. Il remplace le dinosaure Alain Duhamel pour l'éditorial politique du matin durant l'été 2008. Après 15 ans à RTL, il est débauché par France Inter, où il présente l'éditorial politique pendant 14 ans. Jusqu'en 2022. Il écrit sporadiquement pour Slate, ainsi que pour le magazine Les Inrecuptibles, dont il signe parfois l'éditorial. Il quitte le journal à l'arrivée d'Audrey Pulvar à sa direction. Il a participé régulièrement au club de la presse du Grand Journal sur Canal+. Il est marié à l'écrivain et journaliste Laure Vatrin, rencontrée à RTL, avec laquelle il a écrit « Ça ne s'invente pas »,« La République Bobo » et les 100 mots des bobos. À la rentrée 2022, il est aux manettes de l'émission Enquête de politique, toujours sur France Inter, et signe une chronique politique dans Libération, journal qu'il confesse lire quotidiennement depuis toujours. Pour mieux le définir, laissons-lui la parole. Comme dans le journal suisse Le Temps, du 22 octobre 2018, je cite « Le bobo est à l'aise avec la mondialisation et s'intéresse peu à l'entre-deux, la nation. On parle de glocalisation, contraction de global et local. En politique, la droite très conservatrice et une frange de la gauche révolutionnaire reprochent aux bobos un manque de nationalisme ou de conscience de lutte des classes. » Fin de citation. Ou encore sur France Inter, le 15 décembre 2021, je cite « Il y a spontanément de nombreux volontaires pour l'insertion, l'alphabétisation des migrants, hallucination d'éditorialistes bobos bien pensants? Non, froid, ou plutôt chaud, constat des acteurs qui organisent ce vaste programme d'accueil. D'ailleurs, en quittant les écrans des chaînes bolloréisées, en parcourant plutôt les pages des quotidiens régionaux, donc en s'attachant au récit du terrain plutôt qu'au coup de gueule des plateaux, on a tous les jours les détails de cette réussite. Fin de citation. Au fond, comment définir ce type de journaliste? Comme beaucoup de son espèce, il souhaite sortir de l'histoire. Il est honteux. Honteux d'être blanc, européen, homme de plus de 50 ans. Il veut ardemment disparaître et nous voir disparaître avec lui. Après tout, on n'est pas obligé de le suivre sur cette voie. Raphaël Glucksmann est un multicarte. Révolutionnaire professionnel, consultant pour le compte des gouvernements géorgiens et ukrainiens, membre des différents cercles néoconservateurs français qui soutiennent la politique des États-Unis. Il occupe, depuis plusieurs années, les médias pour parler de ses actions et de ses projets. Son fil conducteur est de toujours œuvrer pour imposer sa vision de la société ouverte, mondiale, métissée, cosmopolite et universelle. Il combat donc pêle-mêle la Russie, le Rassemblement national, Éric Zemmour, la culture terroir ou les réactions identitaires des peuples européens. Né en 1979 à Boulogne-Billancourt, il est le fils du philosophe, ancien maoïste et néoconservateur pro-américain André Glucksmann. Concernant sa religion, dans un article d'avril 2015 de Libération, c'est du côté des racines juives de sa famille qu'il se reconnaît avec, je cite, une culture de diaspora plutôt qu'une foi. Après Sciences Po Paris, il produit un documentaire sur la révolution orange en Ukraine. Puis, il partira en Géorgie en 2008 pour rejoindre Mikhaïl Saakashvili qui lui propose de devenir son conseiller avec pour objectif l'intégration du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Il y rencontre sa femme, Eva Zgouladze, alors ministre de l'Intérieur, avec laquelle il a un enfant. Revenu en France après la défaite de Saakashvili, il assiste avec son père au meeting du candidat Nicolas Sarkozy le 29 avril 2017. Voyant en Sarkozy un héritier rebelle de mai 68, ce qui n'est pas si mal vu. Mais le flirt avec Sarkozy ne durera pas. Il fonde en 2018 Place Publique, qui trouvera un strapontin sur la liste du Parti socialiste lors des élections européennes du 26 mai 2019, où il est élu au Parlement européen. Entre-temps,
il aura rencontré en 2015 la journaliste Léa Salamé, qui deviendra sa compagne. Il aura obtenu une chronique sur France Info et France Inter en 2017 et dirigé brièvement le nouveau magazine littéraire quelques mois en 2018. Sa profession de foi figure sur Mediapart le 24 février 2015. Je cite « Nous sommes tous des flics juifs arabo-martiniquais, dessinateurs libertaires de prophètes, clients de supérettes cachères, Clarissa, Stéphane, Ahmed, Yoav ou Franck, nos prénoms, nos origines diverses, nos foi ou nos absences de foi, nos idéaux et nos manques de repères forgent notre carte d'identité nationale. » Fin de citation. Tant pis pour les Normands, les Bretons, les Basques et les autres Bourguignons. On pourrait ajouter tant pis pour les Français et pour les Européens. La liberté d'expression, tout le monde est pour, au moins en apparence, ou plutôt presque tout le monde. Certains y sont franchement et officiellement opposés. Le journaliste Patrick Cohen appartient à cette faction. Patrick Cohen est né en 1962 à Montreuil, fils d'un père juif marocain, patron de chaudronnerie, et d'une mère sicilienne. Il est marié à une ancienne journaliste, Alexandra Kouren. Jouissant d'une réputation de journaliste appliqué dans son travail, il a été longtemps l'un des chefs d'orchestre de l'information. Patrick Cohen s'est fait le chantre de la liberté d'expression, mais tant qu'elle demeurait dans les limites du politiquement correct. Jusqu'à ce que le masque tombe face à Frédéric Tadei. Nous y reviendrons. Baccalauréat scientifique au lycée parisien Charlemagne, il passe le concours de Sciences Po Paris, auquel il n'est pas reçu. Il se réoriente alors vers le journalisme en étant diplômé de l'ESJ Lille, la plus gauchiste des écoles de journalisme en France. Selon un entretien dans Les Inrecuptibles de novembre 2016, il militait à l'UNEF pendant ses études. Il démarre sur une radio libre, fait des piges ou est employé par RFO Guyane, Radio France Internationale, France Info. Mais sa grande carrière sera pour la radio, entre RTL, Europe 1 et France Inter. À RTL, à partir de 1994, il anime avec un grand succès de nombreuses émissions. Les auditeurs ont la parole ou le grand jury. Il animera également la matinale et présentera RTL Soir. Puis ce seront des allers-retours entre les chaînes. France Inter en 2007, Europe 1 en 2008, France Inter de nouveau, puis France 5 avec C'est à vous. Europe 1 en 2017, où sa matinale est un échec. Il rejoint France Culture, est ensuite pressenti pour prendre la matinale de France Info, n'est pas choisi et il quitte le service public. Au total, ce qu'on peut appeler une belle carrière. Son principal fait d'armes remonte au 12 mars 2013 dans l'émission C'est à vous. Patrick Cohen attaque bille en tête Frédéric Tadei, qui invite dans son émission des gens que l'on n'entend pas ailleurs. Je cite « Vous invitez des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. » Fin de citation. Quelques secondes plus tard, il donne des noms. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab. Je me demandais en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? Il ajoute, je cite, « On a une responsabilité quand on anime une émission de débat, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. » Fin de citation. Le débat s'envenime. Alessandra Sublet apostrophe Patrick Cohen. « On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. » Réponse spontanée de l'intéressé, « Non. » Puis, après réflexion, on a le droit de penser ce qu'on veut dans les limites de la loi. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Si... il peut tout, il revient de vacances, il est en pleine forme, Frédéric. Non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. Il n'est plus question de liberté d'expression, mais de liberté de conscience. On doit penser ce qu'on veut, je dis bien penser ce qu'on veut, dans les limites de la loi. Je crois qu'on ne peut pas soupçonner la sincérité de Patrick Cohen. Il est sincèrement, comme nombre de ses confrères, pas tous heureusement, contre la liberté d'expression, contre même la liberté de penser. Il est pour le débat, mais entre soi. Accordons-lui ce droit, mais accordons-nous aussi le droit de défendre nos libertés.